Bonjour à tous et bienvenue à notre programme de mentorat des femmes et vraiment dans l'industrie géospatiale sur le continent africain. Et c'est la deuxième session qui va être plus ou moins pratique. Nous allons aller à travers toutes les plateformes de DAfrica en vous encourageant de vous y habituer. East Africa, en collaboration avec différents partenaires sur le continent, a mis en place une infrastructure publique et des analyses accessibles pour capitaliser la valeur des observations de la Terre. Nous essayons de fournir aux pays d'Afrique des données d'observation de la Terre pour permettre l'adaptation et l'atténuation du changement climatique et plus grande sécurité alimentaire et bien sûr un développement plus durable sur notre continent. On a un grand tas de données auxquelles vous pouvez accéder à travers une approche Open Data Cube. Nous recevons des données brutes à partir des agences spatiales. Nous les traitons et les hébergeons sur notre plateforme en ligne sous forme de données prêtes à l'analyse. L'accès est entièrement gratuit, même pour les usages commerciaux. Ces données sont optimisées pour le traitement en ligne. On a mis en place différentes interfaces assurant la familiarité avec les analyses spatiales de tout un chacun. Nous savons aussi que l'enforcement des capacités est très important. On a mis en place une plateforme d'apprentissage en ligne où vous pouvez améliorer vos connaissances des analyses et traitements de données d'observation de la Terre. Et tout ce que nous faisons s'aligne aux ODD et nous essayons toujours de collaborer avec différents partenaires sur le continent. La validation, le développement, la validation et la dissémination de nos produits a été possible grâce à la collaboration avec différentes organisations sur le continent, surtout les centres régionaux comme OSS, Agrimet, Afrigist, SMRD et CSE. Et nous avons pas mal de produits et services. Par exemple, ce Geomad, ce sont des images, des mosaïques sans nuages qui couvrent tout le continent, qui ont été dérivées des images Landsat, centimètres de résolution, avec une série temporelle plus ou moins poussée depuis 1984 à nos jours. Nous avons la carte d'étendue d'écriture qui nous permet de comprendre l'évolution des zones cultivées sur le continent, la couverture fractionnée, la climatologie NDVI qui nous permet de suivre la verdure sur le continent, les observations des eaux à partir de l'espace qui nous permettent de suivre à long terme les plans d'eau continentale sur le continent et le service coastline qui nous permet de comprendre les dynamiques des littoraux du continent africain. Jusqu'à maintenant, on a pas mal de données à héberger en Afrique du Sud et sur notre espace en ligne euh, de AWS, c'est-à-dire Amazon Web Service. Beaucoup d'interfaces pour diversifier l'accès et pour aussi permettre à tout le monde de se retrouver dans ce que nous faisons. Je vais le démontrer d'ici peu de minutes. Mon interface Map, qui est interactive, vous pouvez explorer les données, faire des textures de changement et créer un lien partageable euh, entre vos membres d'équipe. Nous avons la Sandbox, qui est une interface assez robuste basé sur le Coda et Python qui nous permet de faire des statistiques et d'exporter les cartes et les données brutes, les tableaux et ainsi de suite avec des codes déjà prédéveloppés. Vous n'avez qu'à spécifier votre localisation, c'est-à-dire coordonnées géographiques, latitude, passage d'analyse. Vous pouvez aussi vous connecter à travers vos UC classiques, à travers l'approche OWS. Et le plus important en est que nous avons mis en place
une plateforme d'apprentissage en ligne où on a un cours d'introduction à la sandbox de Africa et aussi d'autres cours spécifiques et l'agriculture sécurité alimentaire y inclus. Quand vous entrez dans notre sandbox, vous avez beaucoup de librairies, comme je vous avais dit, mais ce que vous devez faire, c'est seulement à créer euh, un compte et en vous loguant, vous aurez accès à, à toutes les notebooks que et- dont je vous ai parlé avant. Si vous entrez là-dedans, vous aurez des fichiers, les codes pour les débutants, les données, comment traiter les données, les codes de flux, comment utiliser, les exemples de la vie courante qui nous donnent différents outils pour analyser différents phénomènes sur le continent. Nous alignons aussi des données supplémentaires qui ont été fournies par d'autres partenaires, les outils que nous utilisons et aussi les cas d'application qu'on va voir si peu de temps. Si on va aller à travers différentes interfaces, comme je vous disais, si on peut commencer par exemple par notre interface Sandbox. Euh, Si jamais vous ouvrez l'interface, c'est une interface pareille. Vous pouvez travailler en français et en anglais. C'est moi, c'est en anglais, je peux changer en français. Si vous pouvez explorer les données de Diafrica, si vous entrez là-dedans, vous avez, euh, vous avez des fichiers principaux. Nous avons les données propres à Diafrica et puis nous avons aussi des données externes. Les données propres à Diafrica sont des données qui ont été co-développées avec Wikipédia Africa et partenaires. Les données externes sont des données que nous recevons de nos partenaires et que nous indexons sur nos plateformes. Par exemple, si on va parler de l'agriculture, par exemple, nous avons le masquage et d'écriture. Ici, on peut ajouter, si on ajoute ce masquage d'écriture, ça va nous montrer les zones cultivées sur tout le continent, puis que ça va aller sur l'Internet, parce que le fichier est assez lourd. Par exemple, si nous prenons un exemple disons, par hasard, prenons l'exemple du Cameroun. En vert, ce sont les zones cultivées qui s'affichent. On peut zoomer et vous voyez que on peut aussi, quand vous arrivez, vous voyez que ce sont des zones, des champs ici, zones cultivées. Ici, ce qu'on peut faire, voilà, ça varie des zones irriguées dans notre région. Ici, ce qu'on peut faire, on peut aussi faire une probabilité à de culture, c'est-à-dire que plus on se tend vers le jaune clair, la probabilité de culture est plus ou moins élevée, alors que les zones que vous voyez plus ou moins noires sont des zones surtout aquatiques, bien sûr, qui ne peuvent pas servir de légions agricoles. Ici, ce qu'on peut faire, on peut explorer différents phénomènes. Par exemple, ici, on peut utiliser nos images, disons, les géobédiens, 61, et ça va, on peut, quand ça devrait s'afficher en image vraie couleur, LVB, c'est ainsi que ça montre, mais comme on est dans un cultivé, on peut explorer un petit indice de végétation par différentes normalisées. Voilà que ces zones cultivées et s'affichent. Les zones tout irriguées, quand vous voyez, euh, se montrent plus ou moins vertes. On peut aussi faire une comparaison au cours des années. On peut comparer. Ici, on peut comparer, disons, en 2017. On peut aussi comparer avec l'année, disons, 2022. Il faut nous assurer qu'à gauche, c'est 2017. À droite, c'est 2022. Ici, on a 2017, 2022, 2017, 2022, 2017, 2022. On voit que ces zones cultivées en 2017 étaient plus ou moins vertes comparées à 2022, alors que d'autres zones ici, c'est toutes des zones, euh, des forêts
et des zones irriguées, d'arbres toujours plus vertes même. Ah, pour 2022 aussi, je peux copier le lien et partager dans le chat. Comme ça, quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir accès, euh, vous allez avoir accès à ce que je vous donne, à ce que j'explorerai à temps réel. OK. Alors, on n'a pas marre d'outils. Ici, on peut changer. On n'a pas marre d'outils. On peut aussi choisir, on peut aussi utiliser le même jeu médian, mais on peut explorer les zones aquatiques. On peut peut-être choisir un indice d'eau par différents numérisés. Et maintenant, ça va nous montrer les zones aquatiques dans notre région. Ça ne va pas assez rapidement. Voilà, par exemple, pour l'ozone, ici, pour notre lac, vous voyez que ça montre les zones aquatiques. Ça, c'est, on peut explorer par saison, utiliser cet indice, mais aussi, le plus important en est que nous pouvons utiliser aussi l'autre produit propre pour suivi des eaux de surface. On peut utiliser l'observation des eaux à partir de l'espace. On va voir, identifier l'étendue d'un plan d'eau, mais aussi on peut changer et voir quelles sont les régions où on a des plans d'eau temporaires, où on a aussi l'eau de façon permanente dans notre région. On peut aussi faire des détection de changement comme on a fait avant et changer euh, d'autres choses. Pour en savoir de plus, nous avons le guide pour les utilisateurs de DiAfrica. À travers notre guide, et pour les utilisateurs, on a plusieurs plateformes. Vous pouvez avoir euh, quelles données que nous avons. Vous pouvez avoir aussi comment utiliser notre plateforme Carte de Digital Africa. Et là, je veux partager aussi le lien et vous pouvez aller à travers et voir comment explorer de plus. Je vous ai aussi parlé de la sandbox. Par exemple, si on va parler de la sandbox ici, notre utilisateur va nous parler comment utiliser la sandbox. Nous avons le guide pour les utilisateurs et on peut changer même en français qui nous montre qu'est-ce que nous allons trouver quand nous entrons dans la sandbox. Alors, il faudra d'abord comprendre que quand vous allez dans la sandbox, on a des fichiers déjà à prédévelopper et aussi on va vous montrer comment aller étape par étape. Si on va dire passe à l'accès direct, on va vous montrer différentes plateformes, comment utiliser quelques données que nous avons et ainsi de suite. Si jamais vous avez déjà créé un compte Sandbox, vous pouvez aller à l'intérieur, vous aurez accès à ces différents fichiers dont je vous ai parlé, surtout le code pour les débutants. Là, on a des notebooks déjà développés qui vous familiarisent avec codage Python en général. Et par après, on a d'autres fichiers les plus importants. Nous avons le fichier dataset qui nous montre comment nos données ont été développées par notre équipe. On a aussi le fichier, le code fréquemment utilisé qui montre comment faire des animations, comment calculer la composante principale, comment extraire des contours, et ainsi de suite, comment faire des segmentations des images. Nous avons aussi les exemples de la vie courante. Là, c'est ce fichier que nous utilisons beaucoup parce que ce fichier nous permet d'explorer différents phénomènes euh, et, et différentes analyses parce qu'on a beaucoup de notebooks déjà prédéveloppés. Alors, ici, je peux vous montrer un exemple et, au hasard. Nous avons un notebook qui nous dit crop rate, c'est-à-dire que si nous mesurons
la santé des cultures en utilisant surtout l'indice de végétation par différentes numérisées, NDV et des images Sentinel-2. Bien sûr, nous allons sélectionner les données, nous allons sélectionner différents parcelles pour comparaison et bien sûr, et créer des graphiques afin de les interpréter. L'idée en est que si on a les mêmes pratiques agricoles, c'est-à-dire des intrants agricoles en tant que fertilisants et semences, et si on a accès d'eau et tout est passé sous les mêmes conditions, on devrait avoir la même signature spectrale. Si pas, il faudra le visiter et voir pourquoi. Ici, j'avais déjà chargé notre zone euh, euh, qui se trouve à, à Antananarivo, c'est-à-dire à Madagascar. Madagascar, c'est un pays qui a l'agriculture et les agricultures dans les zones urbaines. Alors, j'avais essayé de délimiter trois polygones, je les avais lancés, et que, curieusement, vous voyez que euh, ici, l'on devait atteindre le pic, c'est-à-dire que euh, le riz est en pleine croissance avant la floraison. Et en bas, c'est après la moisson ou bien durant la période de culture. Vous voyez que ça se comporte plus ou moins bien. Alors, cela, si ça ne se comporte pas de la même façon, il fallait y retourner et peut-être informer les agronomes ou les preneurs de décision, voir ce qui se passe. Ou bien il y a un stress hydrique, ou bien les pratiques agricoles n'ont pas été respectées ou bien aussi à IPEST, et ainsi de suite. Ainsi, ça nous permet d'informer les pratiques agricoles à petite échelle à travers le continent. Si je tourne sur notre présentation, on a plusieurs cas d'application euh, qui ont été publiés à travers tout le continent à partir du suivi des littoraux, conservation de la biodiversité, situation mangrove, et suivi de l'ami Ben, et ainsi de suite. Nos notebooks sont groupés par différentes catégories. Euh, je vais vous montrer bien avant la santé, suivi de la santé d'écriture, en disant les images Sentinel-2 et les images Landsat, la carte d'étendue des zones cultivées, les anomalies d'écriture et la phénologie de la végétation, tous pour contribuer à la quantification des indicateurs ODD que nous avons mentionnés ici euh, à droite. Ici, et si on va parler de la probabilité d'écriture, ce que je viens de montrer, où l'écriture sont là, ou bien on peut dire que cette zone a une très grande probabilité euh, d'être cultivée, comme je viens de démontrer bien avant. La santé des cultures, ce que je viens de vous démontrer, là j'avais pris l'exemple de Madagascar. Ici, on avait pris l'exemple de l'Okema à Sierra Leone, où nos plateformes nous permettent de comprendre l'évolution des cultures à travers euh, euh, au sein des mêmes champs, mais en comparant des parcelles différentes. On peut aussi suivre la phénologie des cultures en utilisant les images optiques. Vous savez que les images optiques euh, sont toujours interfèrent toujours avec la couverture nuageuse. De temps en temps, on a des données manquantes, mais on a les images optiques sont plus ou moins disponibles pour tout le continent. C'est pourquoi on peut essayer de comprendre les de plantes. Ça, c'est le commencement de la saison, c'est-à-dire le mois de printemps. Ça, c'est le pic aussi, ça, c'est quand les plantes sont en pleine croissance, c'est-à-dire que le NDVI atteint le niveau maximum. Et le saison, c'est à la maturité des plantes, c'est-à-dire que le,
la concentration en chlorophylle diminue. Alors, ici, on peut faire comparer différentes années. Vous voyez qu'entre 2019 et 2020, les plants se comportaient plus ou moins de la même façon, même si tout durant la sénescence, euh, durant pleine croissance et la sénescence, ça a été de même façon. Mais comme dans quelques zones, c'est toutes les zones tropicales, et nous faisons face à une grande couverture nuageuse, les données LADAR, situées de centenaire, hein, nous permettent de créer euh, de comprendre la phénologie d'écriture et comparer année par année si on avait choisi de comparer 2019 à 2020, mais aussi on peut choisir d'autres années que l'on veut, qui sont bien sûr après l'année 2017. C'est là, depuis là, les données sont disponibles. Toutes les deux figures montrent les mêmes tendances, mais la différence en est que les données radar n'interfèrent pas avec la couverture nuageuse. Ici aussi, on a d'autres applications comme les anomalies de la végétation. Ici, qu'on peut s'appuyer sur les produits climatologiques de NDVI sans les mettre de résolution pour définir l'état de base de la végétation. SANL2 et l'ALSAT sont utilisés pour calculer la moyenne mensuelle d'un DVI par l'intérêt. Ici, vous voyez, ici, on a la moyenne NDVI de chaque mois. Et bien sûr, ici, on a les cartes et les anomalies standardisées comme indicateur de l'homogénéité de la santé d'une végétation pour une période donnée. Ici, on a aussi d'autres indices comme la cartographie des zones brûlées qui nous permettent d'utiliser le delta du taux de brûlure normalisé pour nous informer sur, zone, sur l'effet de brousse sur le continent et bien sûr pour informer des pratiques de gestion surtout des aires protégées et ainsi de suite. Ici, c'était question d'agriculture, mais aussi on a des sous-anneaux. Comme je vous le disais avant, Euh, il faudra connaître l'évolution des zones humides sur le continent, mais aussi il faudra connaître l'étendue de l'eau comme, comme indicateur 6.6.1 des ODD, mais aussi il faudra comprendre la qualité des eaux, surtout en surveillant la chlorophylle dans l'eau, qui est un indicateur d'eutrophisation des plans d'eau, mais aussi la tubilité. Les notebooks ont été déjà prédéveloppés avec des tables bien détaillées et bien sûr qui montrent les produits utilisés et la contribution aux ODD. Si, par exemple, je vous montre ici, ça c'est l'exemple de lac Balingo au Kenya, on essaie de voir comment ce plan d'eau a évolué au cours du temps et en comparant les animations, les images vraies couleurs avec un indice de pas différence numérisé à partir de 2017 à nos jours, c'est-à-dire qu'on a utilisé les images, les images centenaires. Ici, c'est le lac Olbolosat. Et ici aussi, on va comparer l'étendue de cette eau au cours des années. Vous voyez que si on compare à gauche, si vous comparez la moyenne 94, 84 comparé ici à 2022, vous voyez que le lac tend à disparaître. Voilà que ici, vers le sud, c'est là où on a le plan d'eau permanente. L'autre partie du lac est disparue. Ici aussi, on peut suivre un peu d'inondation comme le cas du Kenya. Euh,
ou euh, dans le Zoba de Masinga, les zones en rouge sont plus ou moins touchées par inondation euh, qui ont lié vers moi, à la fin du mois de mai, de mai 2024. Si je retourne dans notre plateforme, si je tourne dans notre sandbox, on peut voir comment suivre les eaux au cours du temps. Je vous ai parlé de nos données WOFS, observation des eaux à partir de l'espace. Ici, j'avais aussi l'exemple du delta d'Okafoué en Zambie. Ici, on peut charger et générer une série temporelle qui montre l'évolution des plans d'eau au cours des années, mais aussi on peut générer une animation en utilisant ces données d'observation disons, à partir de l'espace qui montre comment euh, la, la couverture d'eau a évolué au cours des années, c'est-à-dire une comparaison intra-annuelle, distinguer l'année où on a eu des inondations et l'année où on a eu des sécheresses, mais aussi on peut générer un graphique ici qui nous montre que vers l'année 2014, on a le niveau optimum euh, de ce plan d'eau. Et enfin, on peut comparer, c'est-à-dire que 2013, voilà que la zone a été tellement inondée comparé à 92, où la zone a connu un niveau minimum euh, de tendu en eau. Et enfin, on peut comparer les dates que l'on veut. Si on avait comparé 2019 à 2021 et on avait vu qu'il n'y a pas une très grande différence. On peut aussi créer quelques détections de changement et on voit que, en général, Ota, c'est-à-dire que au nord, c'est-à-dire qu'il y a une disparition d'à peu près 1,84 km², mais avec une disparition de 1,13, c'est-à-dire que le bilan, c'est moins de 0,7 km², c'est-à-dire que la zone n'a pas été tellement touchée si on compare 2019 à 2021. Ici aussi, on peut utiliser l'image sentinelle qui montre la sonalité. Comme on discute des zones humides, vous savez qu'aussi la végétation mangrove est très importante pour différents écosystèmes et sur le continent. Et ici, nous avons un notebook qui nous permet de suivre l'évolution de la végétation mangrove sur le continent. Et on a déjà développé un protocole bien détaillé qui nous permet d'identifier la végétation mangrove anti-animal 102 et de valider les résultats avec les données existantes, données globales, de la base de données de la végétation mangrove, Google Mangrove Watch. Et ce qu'on a fait, toujours, j'avais choisi une zone de Sierra Leone, tout près de Freetown. Là, on avait ces données sentinelles et par après, on avait détecté la végétation mangrove à partir de bas de données globaux Mangrove Watch. Et par après, il a fallu filtrer avec des arrêtés de marée et ainsi, on avait produit une série temporaire de la végétation mangrove de notre région en utilisant l'indice d'eau par différents numérisés et année par année. Vous voyez que les changements ne sont pas assez considérable, si on voit visuellement parlant. Et on avait classifié la végétation mangrove en deux parties, la mangrove à canopée dense et la mangrove, je dirais, les glières. Et canopée dense en vert et glières en jaune. Et par après, on avait fait détection de changement de la mangrove. Ici, au cours des années, vous voyez que en 2020, la végétation à canopie fermée a diminué, mais aussi a commencé à monter vers 2021.
Mais si on voit la moyenne, ici à, en vert, la moyenne reste plus ou moins constante, c'est-à-dire que c'est pas, cette végétation n'est pas en danger considérable, mais on peut aussi faire quelques détections de changement et on voit qu'on a quelques points chauds où on a perdu la végétation mangrove, mais aussi on a d'autres points qui ont gagné. On a eu gain de la végétation mangrove. Et si on compare 2017 à 2021, vous voyez que la différence n'est pas assez considérable, même si la perte semble plus ou moins élevée comparée au gain. Ici, on peut charger les données globales de végétation mangrove, globales de végétation mangrove, et par après, en comparant aussi les mêmes dates, vous voyez que le changement aussi reste plus ou moins stable. Tous ces notebooks sont accessibles. On avait déjà qu'à créer un compte et passer aux analyses. Ici, si nous retournons encore, et ça se disait mangrove et érosion côtière, comme je vous le disais, et on a le notebook qui est déjà, toujours déjà prédétaillé, comme je vais le démontrer, et nous essayons de contribuer aux EDD. Ça, c'est toujours donné. Et dans ce mangrove, ça, c'est l'exemple de Mida, Greek, au Kenya. Et vous voyez, on peut faire comparaison et faire des changements, comme je vous le parlais. L'érosion côtière aussi était un grand souci pour le continent africain. Cela est dit à l'élévation du niveau de mer, mais aussi il y a eu des activités anthropogéniques qui envahissent les côtes et aussi la destruction des écosystèmes côtiers, surtout la végétation mangrove. Et toujours, on a toujours intérêt à suivre ce phénomène. C'est pourquoi The Africa a mis en place l'outil que nous appelons Coastline. Ça, c'est un exemple de Namibie où on peut extraire des traits de côte, de voir, comparer année par année, mais aussi estimer le taux de changement à partir de 2000 à 2023. Ça, c'est l'exemple de Mozambique. Là, vous voyez les traits de côte année par année et on peut essayer de voir en rouge des points chauds et des zones côtières dans notre région. Nous avons aussi un dashboard qui a été dédié au suivi de l'habitation mangrove à travers le continent et ça va nous montrer pays par pays le taux de l'érosion côtière et ainsi et les populations affectées et aussi les infrastructures et écosystèmes qui sont affectés par l'érosion côtière sur le continent. Ici, si je vais dans le cadre de DiAfrica, je peux ajouter, je peux aller à, à l'o- à notre outil de suivi de lésions côtières. Et vous patientez, ça va aller. Voilà. Si, par exemple, nous allons ici au nord de Benghazi, comme on continue à zoomer, vous voyez que ça nous montre le taux de changement de l'érosion côtière, s'il y a érosion ou accrétion. Et commencer de zoomer, on va voir année par année quelle a été l'évolution de l'érosion côtière. Et si jamais vous voulez même, vous pouvez même mesurer la distance et voir à combien ça a évolué au cours de ces années. Ici, on donne 141 mètres. Ça peut varier, mais du moins, ça nous donne l'idée de ce qui est de l'érosion côtière au cours des années. Mais aussi, je vous parlerai du dashboard qui nous parle de l'érosion côtière. Ici, ça nous montre, ça c'est pas le défaut, c'est pour la République du Congo, mais on peut changer en cliquant sur l'autre point. Si on clique sur le Togo, par exemple, avec le Togo qui s'affiche, ça montre les populations qui ont été impactées par l'érosion côtière,
combien de kilomètres de trait de côte est avancé ou reculé, et ainsi de suite. On peut aussi zoomer sur un point de notre choix, disons, par exemple, si je fais clic sur ce point, ça va nous montrer un graphique qui montre comment, sur ce point, les traits de côte ont évolué au cours du temps, et on va nous donner une description qui est régulière. euh, et surtout, on va aussi nous proposer un intervalle de confidence de nos analyses euh, au cours du temps. Toutes ces plateformes sont déjà gratuitement accessibles. Euh, il faudra seulement d'avoir du courage pour aller à travers. Ici, on va aussi parler de l'urbanisation avant de retirer. On peut détecter les changements de la dynamique urbaine en utilisant différents indices, surtout l'indice euh, NDC, et ainsi on peut comparer le taux d'urbanisation, mais aussi on peut introduire d'autres données euh, globales. Ça, c'est le notebook qui nous permet d'analyser des points chauds d'expansion urbaine en utilisant des indices NDC. Et bien sûr, on peut calculer le seuil, mais à la fin, on peut calculer le taux de changement de zones urbaines en kilomètres carrés. Ici aussi, on peut comparer différents indices et voir, et Locker nous permet de mieux détecter les zones urbaines sur le continent africain. Ça, cet exemple est de Dakar, au Sénégal. Et pour la contribution à l'environnement, vous savez que la végétation, la plantation des arbres dans les zones urbaines contribue non seulement à la séquestration du carbone, mais aussi ça embellit les villes, et ça contribue aussi aux ODD. Et c'est tout avec la collaboration, euh, en collaboration avec le CRAB Sahel de l'Afrique de l'Ouest, on a développé un notebook qui nous permet de voir, d'identifier les zones vertes urbaines, mais aussi qui nous permettent d'identifier la couverture des arbres dans différentes villes. Ça, c'est l'exemple de Kumasi au Ghana. Vous voyez que, en général, la couverture verte accroît toujours avec la couverture des arbres. Et la bonne nouvelle est que en 2020, vous voyez que l'évolution de toutes les deux, et on attend que ça continue ainsi dans différentes villes d'Afrique, et voir que avec le principe des cités vertes, on pouvons contribuer à informer différentes politiques, pourquoi pas à encourager les gens qui œuvrent dans ce domaine. Ici, on a des faits divers. On peut détecter des navires, on peut détecter, on peut faire la classification des cartes d'utilisation et d'occupation des terres, ou bien on peut suivre l'exploitation minière et les effets sur l'environnement. Les notebooks ont été développés, et les données à utiliser sont là. On a aussi différents cours. Ça, c'est l'exemple d'un cours développé avec notre partenaire Afrigiste sur le suivi de la dégradation des terres sur le continent. Ce cours est gratuit. Vous pouvez vous enregistrer et travailler là-dessus. Comme, comme ici, vous voyez, nous avons différents cours. Introduction à la sandbox, euh, en français et en anglais. Récemment, on a mis le cours qu'on nous appelle du WhatsApp. Et c'est un cours aussi qui utilise des données et des projets du WhatsApp, d'IMI, pour analyser l'évolution des plantes et aussi des sous-anneaux sur le continent africain. On a le cours sur le suivi des plans d'eau sur le continent. On a aussi
un cours, c'est dégradation des terres, comme je vous parlais auparavant, un cours cyberisation, nous avons un cours Susano, et ainsi de suite. Et après chaque cours, vous aurez, si vous terminez chaque cours, vous aurez un certificat. Moi, je les ai fait, bien sûr, et je vous encourage à vous enregistrer et ça vous prend quelques temps et vous ajustez vos connaissances sur l'utilisation des plans de fond de Africa et surtout le code Python pour le traitement des données d'observation de la Terre. Je parlais de ces cours. Restez connectés avec nous et surtout à travers des cas d'application, à travers des présentations ou bien pour d'autres renseignements. Et nous remercions nos partenaires, surtout le gouvernement australien et, et surtout Humphrey Charitable Trust Fund et d'autres partenaires partout sur le continent à travers le globe qui contribuent au développement, validation et dissémination de services et produits. Et si jamais vous voulez nous envoyer votre feedback, veuillez scanner la figure et vos commentaires seront les bienvenus. Encore une fois, je vous remercie et suis ensemble près de libérer la promesse de demain euh, euh, en supportant surtout les groupes plus marginalisés, surtout les femmes œuvrant dans l'industrie spatiale et en commençant par les plus jeunes. Merci beaucoup.